la crise de l'euro a failli conduire au Grexit, qui était l'expulsion, l'exfiltration d'un pays membre par d'autres pays membres. La crise des migrants, elle crée un clivage très fort. Parce que je suis en Allemagne, je peux le dire. Elle crée un clivage très fort entre l'Allemagne, qui est aujourd'hui dominante en Europe, et puis les autres pays d'Europe. Et puis le Brexit, enfin, il acte quelque chose de complètement nouveau, qui n'est d'ailleurs pas très bien prévu par les traités. C'est le fait que pour la première fois de son histoire, un pays envisage une sortie volontaire et unilatérale de la famille européenne. Alors je vais vous proposer 2 temps, pas très longs, là aussi, on va essayer de respecter les 20 minutes, avec d'une part une analyse des causes de ces crises, qui vont venir compléter ce qu'a dit Alexander sur la crise spécifique de l'euro. Et puis parce qu'il faut quand même rester un petit peu optimiste, dans un deuxième temps, j'essaierai de tracer des pistes pour sortir de ces crises. Alors les causes de ces crises. D'abord, revenons avant la crise de l'euro à 2005 et le non au référendum de traité constitutionnel, à la fois en France et aux Pays-Bas. Ça a été sans doute la rupture, le point de rupture qui a conduit après à plusieurs difficultés. D'abord une question de confiance. C'est la première fois qu'en particulier la France et l'Allemagne, qui constituaient les membres fondateurs de l'Union européenne, divergeaient à ce point. Au moment où 55% des Français avec 65% de participation votaient non au référendum constitutionnel, tout le monde sait qu'ils répondaient non à une question qu'on ne leur avait pas posée, mais en tout cas ils ont répondu non. Le Bundestag, lui, ratifiait à une large majorité le traité constitutionnel. Donc un point de rupture, une méfiance qui s'est installée entre membres fondateurs et en particulier entre l'Allemagne et la France. Ce point de rupture, il s'est accompagné et il a amplifié ce que je qualifie, moi, de démission du politique face aux techniciens. Concrètement, depuis des années, et le terme a été repris aussi par Alexander dans son explication, c'est pas seulement l'euro qui est le bouc émissaire, mais c'est l'Europe. Pour la plupart des hommes politiques français, surtout, mais on en trouve aussi dans d'autres pays, incapables de faire leur part du chemin, et en particulier les réformes internes nécessaires, pour ces hommes politiques, l'Europe a toujours servi de bouc émissaire. C'est-à-dire entre 2 élections au Parlement européen, c'était toujours la faute à Bruxelles. Et puis tout d'un coup, au moment où on devait réélire des députés européens, tous les partis républicains, en tout cas en France, se redécouvraient une âme européenne. Résultat des courses, eh bien, comme l'a dit un homme politique qui malheureusement deviendra de plus en plus célèbre, les Français préfèrent l'original à la copie. Et le Front National se retrouve le premier parti de France aux élections européennes de 2014. Cette démission du politique, ces clés de la Maison Europe données aux techniciens, elle a conduit au syndrome, ce que j'appelle le syndrome du concombre. C'est-à-dire une Europe qui s'occupe de détails importants, certes, mais qui n'arrive plus aujourd'hui à se préoccuper des vrais problèmes des Européens. Sachant que ces vrais problèmes des Européens, ils ont aussi énormément changé. Qui aurait dit, il y a 4 ou 5 ans, même il y a 2 ans, que la principale préoccupation des 507 millions d'Européens était la sécurité. Sécurité intérieure, mais sécurité aussi par rapport à des menaces extérieures. Et cette Europe-là de techniciens, encore une fois, n'est pas en capacité de répondre aujourd'hui à ces problématiques, et on le voit bien avec toutes les discussions sans fin autour de Schengen ou autour d'une défense commune. Parce qu'en fait, cette Europe que nous avons construite depuis 60 ans bientôt, depuis le traité de Rome, elle s'est construite avec une finalité exclusivement économique et libérale.
il n'a jamais été question, même pendant les crises que j'évoquais tout à l'heure, de doter l'Europe de compétences régaliennes. Il y a bien eu des tentatives de diplomatie commune, avec les réformes des traités, en particulier de Lisbonne. Il y a eu des embryons de défense commune, avec des trains qu'on a laissé passer, que la France en particulier a laissé passer en 1954, avec le projet de CED. Il y a toujours des projets de police commune ou de justice commune. Mais on le voit bien, la période ne s'y prête pas. Donc on a aujourd'hui une fragilité du modèle communautaire, dépourvu de ses compétences régaliennes, et qui est confronté pourtant à des menaces de plus en plus fortes, qui nécessiteraient justement ces compétences régaliennes. Pour finir donc, on a cette problématique migratoire, qui est l'avant-dernière crise avec le Brexit, même si le Brexit a aussi un lien avec la problématique migratoire, qui est sans doute aujourd'hui le point de fixation, la petite goutte qui fait déborder le vase. Parce que c'est sans doute sur cette question de la relation à l'étranger que, curieusement, un modèle qui rassemble 28 pays est le plus en porte-à-faux. C'est-à-dire que concrètement, la relation à l'étranger est sans doute ce qui est le plus discriminant d'un pays d'Europe à l'autre, en fonction de l'histoire de ces pays, de sa géographie, de son économie, de sa démographie, on le voit bien en Allemagne. Chacun des pays a sa conception de ce que doit être l'accueil des étrangers. Et c'est vrai que confronté à ces crises à répétition, la crise de l'euro, la crise du Brexit, cette crise migratoire, elle est aujourd'hui celle qui polarise tous les sujets et qui nécessite, j'en arrive à ma deuxième partie, d'envisager des sorties de crise. Alors, quelles peuvent être ces sorties de crise? D'abord, des incantations, pardon. Derrière, il faudra trouver des choses concrètes. Concrètement, il faut redonner du sens à un projet communautaire pour 507 millions d'Européens. L'Union européenne reste attractive aujourd'hui, essentiellement pour ceux qui n'y sont pas. Que vous alliez dans les Balkans, que vous alliez en dehors de l'Europe, vous avez encore un rêve européen. D'abord, un rêve européen par rapport à ce qui a été fait. C'est un modèle qui est assez unique, qui n'a jamais été copié, mais qui est regardé avec énormément d'intérêt. C'est un modèle qui reste attractif aussi, je le dis tout le temps, pour les réfugiés, les migrants. Ils ne choisissent pas d'aller au Qatar, ni même d'aller aux États-Unis. Ils veulent venir en Europe, parce que, qu'on le veuille ou non, pour ces gens qui sont confrontés à la guerre, c'est un espace de paix, c'est un espace de liberté et de démocratie. Et puis, qu'on le veuille ou non, malgré la crise de l'euro, c'est encore un espace de prospérité économique, surtout si on compare avec les pays d'où ils viennent. Donc pour tout cela, pour redonner cette attractivité, la clé passe, à mon sens, par la nécessité de redonner et de remettre le politique au centre du dispositif européen. C'est-à-dire que le politique reprenne la main sur les techniciens, qui encore une fois, qu'on se comprenne bien, je n'en veux pas aux techniciens européens, je pense qu'ils gardent la maison, et qu'heureusement qu'ils sont là pour la garder, mais qu'il faut aujourd'hui remettre du politique au centre du dispositif européen. Ça suppose quoi dans cette période de crise? Ça suppose qu'il va falloir enfin arbitrer. Parce que l'alternative est claire. Soit ce modèle construit au cours des 60 dernières années est devenu obsolète et il faut arrêter complètement ce projet, soit il faut aller vers un autre modèle. Et ce modèle peut être un modèle d'intégration avec un concept qui doit être arrêté et sur lesquels, en particulier, deux pays comme la France et l'Allemagne n'ont jamais réussi à se mettre d'accord, en fonction aussi de leur histoire, de leur géopolitique, la fédération d'un côté ou la juxtaposition d'États-nations de l'autre. C'est
cet arbitrage qui doit être pris, et qui doit être pris uniquement au niveau politique, avec tout le danger que ça peut représenter aujourd'hui, puisque naturellement, eu égard aux institutions européennes et aux politiques internes, dans certains pays, cela supposera un référendum, avec le même risque que celui qui a été encouru avec le Brexit. C'est cet arbitrage qui induira demain des choix ou des abandons. Parce que concrètement, pour certains pays, ça signifiera la sortie de la famille européenne. Il faut aussi, au-delà du choix institutionnel important, répondre aux préoccupations actuelles des Européens. En matière de sécurité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui la préoccupation principale des Européens. Sécurité physique, mais sécurité aussi de l'emploi, ce qui suppose aussi d'avancer sur des problématiques qui sont au point mort depuis 2005, la crise de l'euro n'ayant pas arrangé les choses, que sont des convergences fiscales et sociales entre nos deux pays, entre les pays européens. Et puis, dernier élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'Union européenne, elle n'est pas seule. Elle doit aujourd'hui de plus en plus gérer des frictions avec l'extérieur. Et c'est seulement si l'Union européenne a des compétences, en particulier en termes diplomatiques et aussi de défense, qu'elle pourra régler ces points de friction qui sont aujourd'hui, avec l'autre côté de l'Atlantique, le TAFTA, les négociations avec la Turquie, qui sont aujourd'hui un point de crispation très fort de l'Union européenne, les relations avec la Russie et, d'une manière générale, de manière quasi immédiate, la gestion de la crise syrienne. Pour faire tout cela, oui, je le répète, la troisième ou quatrième fois, il faut une volonté politique, et il faut en tout cas que lors des échéances de 2017, tant en France qu'en Allemagne, l'Europe soit au cœur des débats et soit surtout en tête de l'agenda. Malheureusement, vous me le direz sans doute au cours du débat que nous allons ouvrir, on n'en prend pas tellement le chemin, en tout cas en France. Pour conclure, à l'échelle de l'histoire du monde, l'aventure de l'Union européenne fait figure d'exception. Jamais un tel montage n'avait été tenté entre différents pays, et surtout des pays qui veulent rester et qui sont souverains. Mais, contrepartie, jamais le continent européen n'avait connu une telle durée de paix. Je mets de côté naturellement la guerre des Balkans. Et donc il faut prendre conscience aujourd'hui que de nouveau, à l'échelle de l'histoire du monde, cette aventure collective de bientôt 60 ans, elle est réversible. Et qu'à tout moment, ce qui a été créé peut disparaître. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu qui se pose à nous, tous, Européens, c'est de redémarrer ce moteur de l'Europe, aujourd'hui en panne, ou de le ranger aux oubliettes pour, naturellement, après se diriger vers des replis identitaires dans les différents pays européens. Pour conclure vraiment ma conclusion, je voudrais vous citer quelques phrases d'un poète roumain d'origine arménienne et qui a été aussi ministre de l'économie. Comme vous voyez, on peut cumuler différentes fonctions. Et il écrivait l'autre jour: la tragédie d'aujourd'hui, c'est que nous ne rêvons plus, nous ne savons plus où nous allons, et ceux qui vivent dans le passé en profitent. Merci à tous.